2 semaines. Plus de 1000 équipes dans le monde se sont lancées dans ce concours de création d'un respirateur en seulement 2 semaines. On est d'accord, le contexte n'est pas fun, certains endroits dans le monde sont en pénurie de matériel médical et notamment de respirateurs artificiels, qui sont donc des appareils qui fournissent une assistance respiratoire aux patients les plus gravement atteints. Même si on présente souvent ces appareils comme une simple boîte qui pompe de l'air, c'est en réalité, vous vous en doutez, beaucoup plus complexe que ça, et l'ingénierie qui est derrière est intellectuellement hyper excitante. En moyenne, pour créer un instrument médical au sens large, on parle de 3 à 7 ans de développement et de 10 à 20 millions de dollars d'investissement. Mais en temps de crise, on voudrait être capable de fabriquer des équivalents en 2 semaines pour un budget autant que possible nul. Alors comment peut-on concevoir un appareil censé sauver des vies aussi rapidement? Et surtout, et c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus, avec quelles concessions? Ottawa travaille avec plusieurs sociétés pour produire jusqu'à 30 000 respirateurs. Decathlon hier soir a bloqué les ventes pour réserver tous les stocks existants, pour les réserver et les offrir au personnel soignant. Une partie de la machine que nous usinons nous-mêmes, nous concevons et nous imprimons. Voici Léo, Hugo et Aymeric. On se connaît depuis plusieurs années, on a été tous les 4 dans le même laboratoire de recherche au même moment. Aymeric y finit sa thèse et Léo et Hugo ont maintenant leur propre entreprise de conception mécanique spécialisée en biomécanique. On vient tous du monde de l'ingénierie mécanique appliquée au monde médical. Et si je les contacte aujourd'hui, c'est pas pour se faire un apéro Skype comme c'est la nouvelle norme sociale maintenant, mais pour qu'ils nous racontent ce que ça veut dire de concevoir un respirateur en 2 semaines, puisqu'ils ont participé à ce concours. Au début, je pense qu'on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on veut contribuer. Tout commence à la mi-mars 2020. La Fondation de l'Hôpital Général de Montréal et le Centre universitaire de santé McGill lancent un concours international de fabrication de respirateurs open source. Le concours donnait 2 semaines pour le concevoir. C'est pas le tout de vouloir contribuer, mais un respirateur au complet, ça demande des compétences en mécanique, en informatique, en électronique et évidemment en médecine. Il allait leur falloir des alliés pour arriver à créer quelque chose en si peu de temps. Si normalement tu contactes des professeurs ou des médecins, même des chirurgiens, personne n'est super pressé à te répondre. Alors que là, j'ai l'impression que, étant donné les circonstances, puis étant donné qu'on essayait de faire quelque chose bénévolement, mais en utilisant notre expertise, je pense que les gens avaient tellement envie d'aider que c'était super beau à voir. Aymeric a d'abord contacté des médecins, urgentistes et pneumologues, puis Léo et Hugo pour la partie conception mécanique. Puis là, il y a une entreprise d'électronique qui vient nous rendre, t'es comme « Oh que oui, oh que oui ». On s'est rendu compte assez vite qu'il y a des gens qu'on connaissait qui montaient aussi des équipes et que c'était pertinent d'aller chercher des expertises complémentaires. Parce qu'on s'est joint à d'autres équipes par la suite. Au final, leur équipe à eux comptait 19 personnes, dispersées dans 3 compagnies différentes et accompagnées du corps médical. Mais même à 19, 2 semaines, c'est extrêmement court. Normalement, quand on conçoit un produit, ça commence avec une étude de marché, une définition du besoin, ce genre de choses. Et ensuite, il y a l'élaboration du cahier des charges. C'est un document qui liste tout ce que le produit devra être capable de faire et tout ce à quoi il doit se conformer, ce qu'on appelle les fonctions du produit et ses contraintes. Et dedans, on n'écrit pas juste « Oh, ça doit aider le patient à respirer », c'est trop vague, il faut rentrer plus dans le détail. Par exemple, il faut que le respirateur puisse contrôler le nombre de respirations par minute. Donc ça, c'est plus précis, mais il faut être encore plus précis. Mais combien de respirations par minute on veut? Si on veut pouvoir en faire 2 ou 9354, ça change complètement le design et les pièces nécessaires. En l'occurrence, c'est entre 6 et 40 respirations par minute si vous voulez tout savoir. Tout ça pour dire que le cahier des charges doit être clair et précis. Est-ce que vous avez pris le temps de recréer un vrai cahier des charges? C'est ça qui a rendu possible, je pense, l'atteinte d'une solution au bout de 2 semaines. C'est justement que tout le travail préliminaire, il était fait pour nous. Ce qui leur a fait gagner beaucoup de temps, c'est certain. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est aller comprendre qu'est-ce qu'un respirateur standard, qu'est-ce qu'un respirateur qui est sur le marché fait. Un des requis du cahier des charges, c'est que le respirateur devait être open source. Donc ça veut dire que le but, c'était pas de fournir un design à une compagnie qui aurait une chaîne de production, non. La philosophie est vraiment différente. L'idée, c'est plutôt de distribuer le design partout dans le monde pour que partout dans le monde, on puisse fabriquer des respirateurs directement là où il y en a besoin. Le fait que ce soit open source, qu'il n'y a aucun frais qui est associé, il n'y a aucune protection de la propriété intellectuelle. Et vu que c'est un partage libre aussi, ça fait que tout le monde peut itérer sur certains concepts de design. Si une pièce n'a pas la bonne dimension parce qu'en Australie, ils ont un autre type de vis qu'en Grèce, eh ben, ils pourront modifier le design. Et ça, c'est parce que c'est open source. Le but, c'est donc d'avoir un respirateur qui puisse être fabriqué en 1 ou 2 jours,
n'importe où dans le monde, avec des pièces standards et de l'impression 3D par presque n'importe qui. Une des demandes du concours, c'était de rendre le design et les instructions tellement simples que n'importe qui pourrait en fabriquer. Donc, si jamais on est tellement mal pris que des infirmières ou des médecins doivent assembler ou fabriquer le ventilateur lui-même, si le design est assez simple et assez bien guidé dans les instructions pour que ça soit fait de manière sécuritaire, je pense que c'était un des objectifs du concours. Après le cahier des charges, l'étape suivante consiste en la recherche de solutions, qui est de très loin la partie la plus cool d'un projet de conception. C'est l'étape de création, l'étape où on se lâche. Ça commence par une session de brainstorming, ou de remue-ménage en bon québécois. Et là, la règle, c'est de lancer un maximum d'idées, même des complètement farfelues, sans qu'on se juge les uns les autres. On veut vraiment du jus de cerveau. Et à partir de toutes ces idées, on pourra en combiner plusieurs, ou en prendre quelques-unes, évaluer lesquelles sont les plus prometteuses, et répondre le mieux au cahier des charges, évidemment. Et on vérifie celles qui sont faisables, on les note, on les trie, pour arriver enfin à l'idée, à celle qui sera prototypée. Idéalement, ça l'aurait été, parce que je pense qu'on aurait convergé vers une solution qui était plus optimale. Optimale. C'est ça le mot important. Toutes les étapes que je viens de lister, c'est la meilleure méthode pour obtenir l'idée la plus efficace, la moins chère, tout ça, qui répond donc à un souci d'optimisation. Mais pour avoir juste un design fonctionnel, non optimisé, on peut se permettre d'aller plus vite. C'est l'optimisation qui est très longue, pas forcément de trouver une idée fonctionnelle. Émeric a présenté son idée, tout le monde était d'accord, on est parti là-dessus. De toute façon, il n'y avait pas le temps vraiment de brainstormer des heures et des heures là, sur quelle serait la solution optimale, etc. On a une idée, on pense qu'elle va fonctionner, on y va, c'est parti. Assez blablaté, voici leur solution, qui consiste en 2 blocs. Un premier ici, qui contient tout d'abord... Le système du mélangeur d'air, il va prendre l'air et l'oxygène d'entrée de l'hôpital. Et avec des valves, il va mélanger pour avoir une concentration entre 21% et 100% d'oxygène. Et après, l'air va continuer dans le ballon masse. Et on a un système mécanique qui va venir appuyer avec une courroie sur le ballon masse. Et donc, la vitesse d'enroulement de la courroie va contrôler le débit d'air. Et avec ce débit d'air, on peut contrôler la pression. Ce premier sous-bloc du ventilateur va être connecté à un deuxième sous-bloc qu'on appelle le bloc patient. Ça va contenir toutes les valves d'inspiration et expiration. Donc, ça va laisser l'air d'inspiration passer, mais ça va bloquer l'air d'expiration et le faire passer dans un filtre et le faire sortir dans la salle. Alors, il n'en a pas parlé, mais ils ont aussi des capteurs pour détecter quand le patient se met à respirer et assister la respiration plutôt que de la forcer. Mais ils n'ont pas eu le temps de tester cette fonction. C'est le temps de passer à du concret. Il leur faut maintenant créer les pièces qui seront imprimées en 3D, voir comment tout s'agence, programmer le microcontrôleur, commander des pièces, assembler et tester le tout. Rien que ça. On est vraiment passé par la méthode essai-erreur, ce qui est normalement vraiment pas optimal, mais là, on voulait avoir de quoi le plus rapidement possible. D'avoir quelque chose, c'était mieux que d'avoir des réflexions sur quelque chose. On est passé directement au design et au testing. Et ensuite, on a fait plusieurs itérations de design et de prototypage. Et vous vous en doutez, ils se sont heurtés à beaucoup de problèmes. Je pense que les délais de livraison, c'était vraiment le plus difficile dans ce projet-là. Il y a des tuyaux, il y a des actuateurs, il y a des pompes, il y a des valves, il y a des moteurs qu'on aurait pu choisir. Comme j'ai dit plus tôt, que le lead time était comme de 6 semaines, fait en Allemagne. Exactement l'aspect que tu veux, ils n'ont pas accès à ça. Donc, si on avait eu le temps, on aurait pris le temps de choisir tous ces composants-là. On a fait une commande mécanique, on a fait une commande électronique seulement, et après, on devait se débrouiller avec les pièces qu'on avait. Il fallait qu'on commande les pièces assez tôt. Et pour commander les pièces, il fallait qu'on ait un design presque fini. Je faisais des cauchemars. Hein. Je faisais des cauchemars à propos du truc. Là. Comme je me réveillais pendant la nuit. Ah, j'ai oublié telle affaire. Là. Puis comme, tu sais, ça va tellement vite qu'on fait tout, genre, on envoie. Je tiens à lever mon chapeau quand même à l'impression 3D. Ça permet réellement de créer des pièces avec des géométries complexes ultra rapidement. Je pense pas qu'il y a 20 ans, on aurait pu créer quelque chose d'autant de qualité aussi rapidement. Fait que, on a fait des concessions, mais il y a quand même pas mal de nos objectifs qu'on a pu remplir avec des outils assez rudimentaires. Puis ça nous a vraiment impressionnés. Là. Et après 2 semaines de dur labeur, ils ont un design fonctionnel qui ressemble à ça. Et ils ont évidemment soumis leur projet au comité du concours. Parmi 1000 équipes, le projet a passé un premier filtre et on était parti de 65 projets sélectionnés. Après, il y a eu un deuxième filtre pour garder 5 à 10 projets. On n'a pas passé ce filtre-là, malheureusement pour nous, mais c'est pas grave. Là, ça veut dire qu'il y a des projets encore plus applicables que le nôtre qui ont été proposés, donc c'est une bonne chose. Et puis, ils sont en train, je pense, là, de mettre en place le dernier filtre, annoncer les 3 premières équipes. Alors au moment où j'enregistre, les gagnants n'ont pas encore été annoncés. Voilà,
On retient quoi de tout ça? Mon objectif avec cette vidéo, c'est pas tant de vous montrer une solution plus qu'une autre, non, ça c'est peu importe. Avec Syllabus, je cherche toujours à avoir un message éducatif, un petit quelque chose qui vous permette d'avoir une vision différente sur un sujet. J'ai donc 2 messages, un pédagogique et un plus humain, dirons-nous. Le processus de conception d'un produit, c'est long. En réalité, les organisateurs ont passé de nombreux jours, voire semaines, à définir le cahier des charges en amont. Ils ont donné 2 semaines aux concepteurs pour développer une solution, et en ce moment, ils sont en phase de test. Cette phase de test est en train de se faire maintenant sur les 9 projets les plus prometteurs, ce qui leur permettra de choisir les 3 gagnants. Ironiquement, au moment où j'enregistre, la phase de sélection et de test a déjà duré plus longtemps que la phase de développement d'une solution. Parce que ça a beau être marketé comme un concours où on fait un respirateur en 2 semaines, ça se fait pas en 2 semaines, c'est pas possible. À vue de nez, parce que j'ai pas accès aux détails, on doit déjà avoir franchi les 2 mois en réalité, et c'est tant mieux. Connaissant les étapes, je suis soulagée de savoir que ça a pris plus que 2 semaines. Donc oui, c'est long, mais c'est normal. Et c'est pour notre bien. Parce qu'à chaque fois qu'on amène un nouveau produit médical, ou un médicament, ou un vaccin, il faut s'assurer qu'il fasse plus de bien que de mal. C'est la fameuse balance bénéfice-risque. Et même si en ces temps d'urgence, on est prêt à prendre plus de risques que d'habitude, on fait pas n'importe quoi non plus. Ce sont des humains qu'on veut soigner. Et il y a alors de nombreuses étapes incompressibles. Donc je réitère qu'il est normal que ce soit long. Si vous êtes dans un hôpital et que vous voulez vous fabriquer un respirateur, je vous laisse le lien vers le site du concours, je pense qu'il sera mis à jour bientôt. Ces designs-là ne seront pas parfaits évidemment, mais ils seront probablement le meilleur compromis qu'on puisse proposer. Et je ne suis pas sponsorisée, j'espère que c'est assez évident. Le second message avec lequel je voudrais vous laisser, c'est pas vraiment un message. En fait, en général, j'évite de faire des vidéos sur des sujets comme cela parce que je crains que ça instille plus de peur que d'espoir. Mais j'espère que ça vous a apporté quelque chose et je tiens à vous laisser quand même avec un sentiment positif. En fait, c'était la première fois que je travaillais sur un projet où on pouvait littéralement sauver une vie, tu sais. Une aventure quand même assez extraordinaire parce qu'on a rencontré des gens dans l'équipe qu'on n'aurait jamais rencontrés dans un autre contexte. De dire à 3 compagnies, hey, est-ce que ça vous tente de vous donner vos ressources corps et âme? Vous allez potentiellement rien gagner en retour. À moins que, là, tu peux peut-être mettre l'hymne national russe en arrière, là, mais à moins que tout le monde soit sur le même gouvernement, tout le monde travaille pour la même compagnie, c'est super difficile. Tout le monde met ses intérêts personnels de côté, justement. On est là pour contribuer, donc ça fait ressortir le meilleur de chacun aussi, je pense. En un Skype, on était prêt à partager toutes les informations qu'on avait, puis c'est assez cool pour ça, tu sais. Mais dans la vie de tous les jours, ça se fait pas trop, tu sais. Juste voir tout le monde qui s'investissait autant pour essayer de contribuer peut-être un tout petit peu à l'effort commun. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur. Ça donne foi en l'humanité, tu sais. Mmh. Sauf l'aspect que ça a commencé à cause qu'il y a quelqu'un qui a mangé un pangolin. Mais bon. Des belles rencontres, un beau projet, des nuées de merde.